Je m'appelle Marin Soulier, je dirige les partenariats chez Lemon Learning et j'ai le plaisir ce soir d'échanger avec toi, Delphine. Oui. Donc moi je m'appelle Delphine Bourgeot et j'adore le changement, quand il me concerne ou quand il ne me concerne pas. Voilà, donc mon job c'est l'accompagnement du changement. Donc l'objectif c'est qu'on puisse échanger dessus ce soir. Voilà, moi je vais faire ce qu'on appelle la main innocente, la personne innocente. Je vais poser des questions innocentes à Delphine et si vous voulez vous joindre à moi, n'hésitez pas pour essayer de découvrir ensemble ce soir ce que c'est que la conduite du changement. Et du coup, Delphine, est-ce que tu veux nous faire rentrer dans le sujet? Très bien. Donc oui, n'hésitez pas, hein, vous pouvez ne pas être d'accord, donc allez-y, dites-le. Oui, alors peut-être pour commencer, si on se pose un peu aujourd'hui en 2023, l'accompagnement du changement, bon ça c'est selon moi, est quelque chose de fondamental. Alors ça l'était déjà il y a quelques années, mais les transformations se sont accélérées avec les nouvelles techno, il en faut plus, on va plus vite. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Je pense que on reçoit plus de mails, il faut répondre plus rapidement. Tout a une notion de plus rapide, en fait. Donc, il faut s'adapter plus vite. Je pense qu'en plus, on est sur une tendance qui ne va pas être au ralenti et qui va plutôt être exponentielle. Pourquoi ? Parce qu'avec ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on voit, on va aller vers une forte révolution de nos business models, notamment au niveau pour répondre aux enjeux environnementaux. Et là, on va avoir besoin de se repenser totalement. Donc là, ce sera même plus de la transformation rapide, on sera dans de la rupture et un besoin de résilience assez fort, à mon avis. Quand on a dit ça et qu'on le met au regard de l'évolution qui s'est aussi accélérée depuis 2020 de notre rapport au travail. Alors je dis nous, les nouvelles générations, on a quand même un rapport au travail qui est très différent il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui est pour moi une autre approche en fait. Bon, on parlait déjà de bien-être, il y a 15 ans, c'est pas le sujet, mais aujourd'hui on est quand même très équilibre vie privée, vie pro, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Quand on met ça au regard du télétravail qui est maintenant un input essentiel, mais en se disant quand même que le lien social c'est bien, mais que finalement on est en télétravail parce que c'est plus pratique, ben quand on regarde tout ça, il va falloir composer avec l'ensemble de nos révolutions. Et c'est pour ça que je pense que l'accompagnement du changement est un élément majeur et qu'on se prépare de belles réflexions, de belles années sur ces sujets-là. Ok, mais du coup, tu parles de différents éléments, Delphine. Tu parles de bien-être au travail, tu parles de l'environnement. Un client qui veut faire une transformation aujourd'hui, comment il fait avec tous ces éléments? Comment il approche un sujet aussi global? Alors, dans l'idéal, Oui, dans l'idéal. je dirais le plus tôt possible. D'accord. Donc, dans l'idéal, le plus tôt possible, avec le plus de hauteur possible. Et en posant, alors je vais employer un grand mot, qui est la stratégie, mais de réfléchir plus globalement à sa stratégie d'accompagnement, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est-à-dire que plutôt que de se dire, on va lancer une transfo, je ne sais pas, on va refondre tout un process, on va mettre un super système. Et par contre, on formera, ça c'est sûr, on va former. L'idée, c'est quand même plutôt peut-être de revenir un peu au-dessus et de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on veut, comment on va donner du sens. Prendre un peu de recul. Prendre du recul et du coup, plutôt que de miser sur la formation finale et one shot et qu'on va perdre après, c'est de se dire, comment je vais pouvoir embarquer, comment je vais pouvoir faire que l'adoption soit plus sur une plus longue durée, plus facile et moins en rupture en fait. D'accord. Donc ça nécessite à mon sens plus on va y réfléchir tôt, plus on aura une vision. Plus on va prendre de hauteur, plus on va donner du sens. Par exemple, il y a 3 ans, un client qui me dit « On ne comprend pas, on a mis le paquet en change, on a lancé 109 projets de transfo digital et on a mis le paquet en change, on a payé de la formation. » Il me dit « Mais ça ne marche pas. »
Peut-être que si ces 109 projets, on expliquait la transfo digitale globale et qu'après, on formait aux outils qui ne restent quand même qu'un moyen, ça donne beaucoup plus de sens. Et là, on a des collaborateurs qui sont beaucoup plus dedans. Donc ça, c'est un exemple. Donc plus on va le prendre étau et plus on va le prendre globalement, plus on va s'en sortir. Enfin, on va maximiser la valeur. Et dans cette vision globale, oui, je t'en prie. En fait, je pense que plus on explique aux gens les principes du changement, plus ils adoptent en fait. Parce que si vous leur montrez, tu cliques ici, tu vas là, tu fais ça, en fait, ça sert à rien. Je pense qu'il faut maximiser le change sur les principes pour comprendre où est-ce qu'on va, donc avec les objectifs, plutôt que d'aller les former. Par contre, il faut mettre une assistance technique en place, c'est-à-dire quand vous allez faire la démarche, appelez votre assistance parce qu'elle va vous dire, vous cliquez là, machin. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez APRL. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Oui. Alors, faire de la formation purement logicielle en disant, tu vois, alors tu vas dans le menu, machin, alors on le fait, mais on sait que 3 jours après, c'est fini, en fait, ils s'en rappellent plus. Par contre, comprendre le principe de pourquoi je vais là et dans quel objectif, je pense que ça reste. Et ça, voilà, plus vous allez le faire en amont, plus ça a de l'impact. Et aujourd'hui, quand on parle de stratégie d'accompagnement, il y a la formation, mais avant cette formation, il y a toute la partie embarquement, qui est une forme de communication, mais beaucoup plus active, beaucoup plus collective, qui permet de rendre un peu les gens acteurs, en fait. Et pas... ils sont trop passifs et tu fais comme ci, tu fais comme ça. On les passe du subi à finalement acteur. Et cette stratégie, il n'y a pas de stratégie en fait, il n'y a pas de vérité sur les stratégies. Donc la question c'est quels acteurs, c'est quels impacts. Est-ce que ce sont des impacts organisationnels? Est-ce que leur poste change? Là, c'est pas pareil que si on change 3 clics dans un outil. Est-ce que ce sont des nouvelles compétences? Est-ce que ce sont de nouveaux process? Est-ce que c'est un nouveau métier? Est-ce que c'est un nouvel outil? Et une fois qu'on a vu les populations et les impacts, ça permet de trouver les bons leviers. Et vous, cabinet de conseil, comment est-ce que vous mesurez cet impact généralement chez un client? Alors, on les mesure, d'abord on travaille par population, et on les mesure en fait par des vies ma vie, des entretiens, et puis par tout ce qui est fait en conception en fait. D'accord. Et puis on analyse sous les différents axes de transformation. D'accord. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal de leviers technologiques qui nous permettent de faire du change autrement. Donc avec tout, moi j'appelle ça des accélérateurs de transformation. Donc notamment Lemon est un bon accélérateur de transformation, mais on va pouvoir faire des web-séries, du learning gamifié, de l'adoption digitale, etc. Tous ces leviers-là, c'est vraiment des accélérateurs. Ça nous permet d'aller plus loin, d'être plus efficace, mais il faut utiliser les bons au bon moment pour les bonnes populations. Donc c'est pour ça que plus on va prendre de hauteur, de recul par rapport à notre projet, où là vite il faut les former parce qu'on déploie bientôt, plus vous serez impactant. Et si cette stratégie, vous poussez le bouchon un peu plus loin et que vous la réfléchissez aussi avec l'après-déploiement, là vous maximisez vraiment ce que vous avez investi en change, à mon avis. Et un accélérateur de formation, tu en as cité plusieurs, est-ce qu'il y en a un... Bon, je prêche pour ma paroisse, c'est pour ça que je suis là. Mais est-ce qu'il y en a un que tu préfères en particulier? Est-ce qu'il y en a qui sont plus adaptés à certaines situations? Comment tu vois ce panorama des accélérateurs de formation qui sont à ta disposition? Oui, il y en a beaucoup et ça va vraiment dépendre des populations, de la culture, de la maturité. La culture de l'entreprise? La culture de l'entreprise, pardon, ouais. De la maturité de l'entreprise. Je dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. En tout cas, quand on est sur de la transformation du système d'information, l'adoption digitale me paraît un élément essentiel. D'accord. Voilà. Qui va nous permettre à la fois de remplacer ce qu'on appelle les fiches utilisateurs. Donc ça, c'est pas mal, le guidage. Mais qui fait aussi tellement plus, en fait.
Et c'est pour ça qu'à mon sens, ça se réfléchit global. Enfin, je reviens toujours sur mon idée de prise de hauteur et de global. C'est que mettre une solution comme ça juste pour se faire guider dans l'application, c'est vraiment tellement dommage. Il y a plus grand. Il y a plus grand. Ouais. Bon, après, je laisserai les retours d'expérience expliquer ce qu'ils ont fait, mais notamment sur la communication, sur de la formation récurrente, Voilà, il y a plus grand. Et c'est pour ça que ça mérite d'être géré d'avoir une vision. Ouais, ok, c'est très intéressant. Donc on est parti de la vision globale, de ta définition du change. On est rentré dans comment un client peut aborder un projet en gardant du recul. On s'est posé ensuite la question des accélérateurs de formation. Est-ce que déjà vous avez des questions sur ces sujets-là? Je vous en prie. Dans la situation, en fait, il y a un projet qui s'est lancé, ça a été fait avec des groupes de travail, etc. Donc là, on n'est plus en mode projet, on est plutôt en mode run. Et en fait, on se rend compte qu'au final, même si ça a été fait avec des groupes de travail, on a intégré dans le groupe de travail justement des acteurs représentatifs des différents métiers. Et en fait, on se rend compte qu'on rame encore. Et là, on n'est plus au début du projet. Le produit est déjà lancé. Et malgré tout, on a toujours, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant, c'est réfractaire, c'est le beurreur de lunettes, enfin tout ce qu'on veut. Là, on est dans la conduite du changement, mais on n'est plus en mode projet. Donc on a plus cette carte à jouer de on lance un projet et on en profite pour faire la conduite du changement. Du coup, comment on fait quand le produit est lancé et que malgré tout, la mayonnaise, elle ne prend pas, quoi. Alors, moi, je pense qu'il est jamais trop tard pour bien faire et que si on a l'impression qu'à un moment donné, on va se prendre un mur, autant l'éviter et ouvrir des portes. Et du coup, c'est un peu comme si on était en mode projet, sauf que, alors, ce qui est plus difficile, c'est que vous n'avez plus souvent les moyens du projet. Mais je pense que ça vaut le coup de commencer par une analyse, alors je suis désolée, moi j'emploie les mots du conseil, mais un audit, et de se dire, qu'est-ce qui ne va pas en fait ? Aujourd'hui, pourquoi on n'adopte pas ? On n'adopte pas, alors je ne sais pas, pour plein de raisons différentes. Il y en a qui n'ont pas été formés, il y en a qui trouvent que le process est complètement débile, que ça ne leur apporte rien, etc. Et puis, il y en a, et on s'aperçoit qu'ils n'arrivent pas à utiliser l'outil. Mais de commencer par une espèce de rapport d'étonnement ou d'audit va vous permettre de dégager, à mon sens, des leviers d'accompagnement du changement, puisque clairement, il en manque. Alors, moi, j'ai le cas, on a eu le cas l'année dernière chez un client. Donc, en l'occurrence, il avait développé une solution d'e-proc, donc tout ce qui est engagement de dépenses. Donc, ça arrive assez souvent. Où il s'était dit, on les forme, c'est pas compliqué de faire une demande d'achat et tout ça. Et finalement, ça prenait pas. Ça prenait pas quand on a analysé les choses. Pourquoi ? Parce que d'abord, leur solution d'e-proc, c'était un peu bête, mais 10 clics de plus que celle d'avant. 10 clics, c'est beaucoup, hein. Même si vous ne faites pas des demandes d'achat tous les jours. Parce que, de toute façon, il y avait du turnover sur la population et que les nouveaux n'avaient jamais été formés et qu'il y avait des évolutions et que de toute façon, personne n'était au courant. Donc ça, c'était les 3 causes principales. Donc voilà. Donc, sachant ça, on peut derrière, je parlais de stratégie, reconstruire une stratégie, alors, toute proportion gardée, mais de se dire, c'est quoi mes grands leviers et comment je vais accompagner ça. Donc en l'occurrence, lui, il a fait le choix de mettre une solution d'adoption qui permettait d'envoyer de la communication régulière, d'onboarder les nouveaux arrivants et puis d'analyser aussi le parcours d'adoption. Pour une approche complémentaire, pardon. Je pense qu'il faut aussi impliquer le management. Oui, complètement. Parce que voilà, souvent les gens sont conviés à une formation et ça ne fait pas. Le management ne fait pas son taf de communiquer. Et du coup, je pense qu'en impliquant le management, ça permet aussi de... Nous, on a eu le même cas dernièrement, en fait, avec des irritants qui nous ont été remontés et tout. On s'est mis autour de la table, on a discuté et on a dit, ce qu'on va améliorer. Par contre, on a donné une deadline, on s'y est tenu. Et finalement, on a fait du webinaire derrière. Et là, ça prend, quoi. Ça y est, ils ont compris et ils veulent bien faire, quoi. Je pense qu'il y a un élément important aussi dans les démarches d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle le test and learn. C'est-à-dire que lancer une action
même si vous avez défini une super feuille de route, une super stratégie, si elle ne marche pas, on change, c'est pas grave, on a tous le droit de se tromper. Et puis on n'est pas, c'est pas une science exacte l'humain, donc voilà, allez-y petit à petit, et ça marche pas, on change, et c'est pas, on trouvera les bons leviers. Betty, vous aviez une question? Ouais. Pardon, allez-y. Il y a une deuxième Betty. Allez-y, je vous en prie. Juste pour compléter, par rapport au change, en tout cas, je pense que c'est vraiment en mode projet et de commencer par un RACI tel qu'on peut le faire déjà en mode projet et d'avoir en effet des objectifs SMART avec l'engagement du management. Déjà, tout le monde sait de quoi tu es responsable, à partir de quand. Et sinon, on a toujours l'impression qu'en effet, c'est un peu une personne qui porte tout sur ses épaules, qui s'épuise et les autres tranquilles. Mais je pense vraiment, voilà, un beau RACI avec des objectifs. Mais je vous rejoins complètement, le change, c'est un projet dans le projet en fait. Donc c'est des compétences, avant tout des compétences. Donc souvent on dit oui, mais pour faire de la formation, on mettra les 3 fonctionnalités outils et puis on saura, puis ça fera le job. Ah non, en fait, ça marche pas comme ça. Derrière, il y a de la pédagogie, il y a des compétences spécifiques. Donc c'est des compétences, c'est du temps, une gouvernance, et puis c'est une équipe qui est complètement intégrée dans le projet. Puisque si on met une équipe change un peu satellitaire, qui capte pas ce qu'on fait en conception, ou qui connaît pas les jalons du projet, et de la même façon une équipe projet qui va prendre un go de déploiement, alors qu'en fait on n'a pas pu former les collaborateurs, on va pas se retrouver là, donc on va avoir un petit sujet. Donc voilà, en mode projet et complètement intégré à l'ensemble de l'équipe. Bertrand, vous vouliez intervenir? Une question sur est-ce qu'il n'y a pas une erreur historique sur la définition du projet et les limites du projet? C'est-à-dire, souvent on a tendance à dire que le projet se termine quand on fait le lancement, et tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, un projet, notamment les projets industriels, s'arrête quand on a la preuve que le produit qu'on a développé est performant, il a atteint sa cible commerciale, et sinon on change. Et souvent dans les projets type transformation digitale, nous on a lancé un outil de réquisition d'achat, un ERP, on peut avoir tendance à sortir du mode projet quand c'est bon, on a fait la release, c'est en prod. On se laisse 15 Bah jours, non, parce que les métriques pour dire que ça a été adopté, que ça a atteint les objectifs qu'on a peut-être définis 15 ans plus tôt, parce que nous, dans notre changement de RP, c'est un projet qui dure depuis 10 ans, à l'échelle d'Otis. Quand est-ce qu'on va se dire, et souvent on rate cette étape, que en fait, ce projet est un succès? Oui, il a été lancé, parce que de toute façon, on avait dépensé tellement d'argent sur le changement de RP qu'à un moment, il faut quand même y aller. On le lance, on a toutes les problématiques de réfractaire et tout, puis de toute façon, à un moment, il faut l'utiliser quand même. Donc les gens l'utilisent, mais à quel moment on revient sur ce qui nous a fait choisir ce sujet-là, cette solution, et se dire, bah oui, on a atteint les métriques, on les a mesurées, et là, on continue à faire du change, mais en type amélioration continue, en se disant, bah oui, bah là, on a raté, ce module-là, c'était pas le bon, on va peut-être en changer. Et j'ai l'impression qu'on rate un peu cette étape. On s'arrête, on fait le lancement, et puis c'est bon, on passe à un autre projet. Les 109 projets dont tu parlais tout à l'heure, c'est impossible, en fait. En termes de gestion de la stratégie et d'embordement des managers, parfois, je me dis que bien changer, c'est pas changer aussi. C'est de se dire, bah, ça va trop vite, le monde va vachement vite, donc il faut faire des projets de change. Bah non, peut-être qu'il faut juste attendre et savoir si cette solution, peut-être que Lemon Learning, c'est la mauvaise idée, Moi, il me semble et qu'on le saura dans 5 ans et qu'il fallait pas le faire. On a là une transition toute trouvée avec la partie 2, en fait, parce que tu vas pouvoir nous raconter ça. Allez, s'il te plaît. Je pense que c'est parfait.